Et nous avons du coup notre invité qui vient d'arriver, c'est Julien Letiers. Du coup, bonjour, bonsoir Julien. Comment vas-tu Julien? Très bien, ma foi, le week-end se termine. J'en ai profité pour écouter un petit peu l'émission, donc c'était la bonne soirée pour l'instant. Ben, merci. Je vois que tu suis l'émission. C'est plutôt... du coup, on est là pour parler un peu de toi, de la nouvelle édition. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent autour de vous. Est-ce que d'abord, tu peux peut-être te présenter rapidement? Voilà, qui es-tu, Julien? Dis-nous tout. Alors, je fais partie de l'équipe de la nouvelle édition. Je suis actuellement l'un des directeurs de la société. Je m'occupe principalement aussi de toute la communication que l'on peut avoir avec les ayants droit japonais, avec les professionnels aussi qui traitent avec la société. On est une équipe de 5 personnes qui se regroupées, de passionnés en fait, pour traiter un petit peu du light novel. Et du coup, chacun a pris un petit peu ses missions à cœur au sein de la société. Je m'occupe principalement, on va dire, de la gestion des licences et de l'organisation de la société. Après, on a d'autres collègues qui vont chacun s'occuper d'une partie de la mise en page, de la question, d'autres de la traduction, et d'autres d'une partie de la relecture. Donc, on a essayé de séparer un petit peu tout ça. L'équipe principalement dans la société, c'est une bande de fans qui s'est regroupée. Et on ne se connaissait pas forcément avant l'émission. C'est un petit peu de groupes d'amis qui se sont rejoints autour d'un sujet commun qui était light novel. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'étais fan de manga, donc c'était un petit peu le chemin obligatoire. J'étais un petit peu frustré, comme mes autres compères, de pas forcément avoir les séries terminées, de pas avoir les saisons d'animés terminées. Et donc on s'est dit pourquoi pas apporter plus de light novel et plus d'histoire en fait aux lecteurs. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment de la création de cette société. Ensuite, en ce moment, on est un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux parce qu'on arrive sur la fin de la première année de la société qui a été une année vraiment compliquée. Et donc, on a mis en place un projet UL pour essayer de soutenir un petit peu cette seconde année et renforcer un petit peu la stabilité de la société. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, la première année de la société. Ouais, c'est pas forcément pour vous, ça doit pas être simple. Du coup, première année 2020, le Covid, les librairies fermées et tout, ça s'est ressenti comment un peu à ce niveau-là? Genre, c'était... Ça a été compliqué vu que dans une première partie, on voulait faire beaucoup de salons, notamment la Jonetsu sur Paris, pour annoncer la société, annoncer aussi notre premier livre et avoir une prise de contact importante avec certains libraires qui étaient sur place aussi. Du coup, on avait choisi de repousser à l'époque la sortie du premier volume pour nous laisser le temps un petit peu de nous réorganiser et de voir comment la situation allait avancer. Et on avait aussi choisi du coup de sortir le volume 1 et le volume 2 en même temps, pour justement permettre aux gens de bénéficier aussi de réductions sur les frais de port, de polir un petit peu plus notre communication et d'essayer de faire un petit peu plus connaître aussi la société. Ça a été une année très compliquée aussi puisque les distributeurs, donc les entreprises qui s'occupent d'envoyer vos livres, en fait c'est le maillon dans la chaîne du livre qui va envoyer les livres des éditeurs jusqu'aux libraires, ont été débordés et n'ont pas pu parfois tenir leur planning ou ont bloqué un petit peu les plannings de diffusion des boutiques. Donc on est resté pour l'heure actuelle toujours sans distributeur. Donc en fait on s'occupe de l'expédition de nos bouquins directement. Donc on a essayé un petit peu de faire volte-face un petit peu à toute la malchance qui nous tombait dessus et à prendre notre destin en main et à assurer le plus possible les choses qui devaient être faites pour la société. Donc en effet, les libraires, ça a été aussi un gros coup dur pour nous. Heureusement, on compte sur un petit réseau de libraires qui arrive à nous soutenir au travers des réseaux sociaux et à vendre nos bouquins. Ils sont vraiment super fidèles et n'hésitent vraiment pas à nous aider et à nous filer des coups de main. Donc ça, on ne peut que les remercier. Mais c'est après tout ce qui était salon, on comptait énormément sur les salons pour promouvoir la société. On a réussi à participer à la Bordeaux Geek Fest, qui était justement le premier événement virtuel, le premier salon virtuel qui avait été lancé cet été. On avait justement à cette occasion fait deux réunions pour présenter un petit peu la maison d'édition et aussi comment se passait le choix de licence et la communication avec le Japon entre maisons d'édition du coup. Et donc ça a été des gens un petit peu plus poussés pour rencontrer d'autres professionnels, notamment les collègues de chez Château qu'on a pu croiser en virtuel au Geek Fest, et aussi d'autres fans qui ont pu rentrer au travers de ces événements. Mais ça a été très 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 rapide.
Ouais, ça, je pense sûr que lancer un truc de toute façon en 2020, c'était pas le truc le plus simple. Est-ce que tu peux, parce que donc vous éditez que du light novel, du moins pour l'instant, est-ce que tu peux peut-être présenter un peu ce que c'est le light novel pour les gens qui connaîtraient pas trop, un peu donner des références, des petits trucs, parce que c'est un format qu'on connaît quand même, voilà, quand on s'intéresse un peu à tout ce monde-là, mais qui est pas non plus ultra populaire en France, contrairement au Japon. Donc, est-ce que tu peux peut-être... Totalement. Alors, pour présenter un petit peu ce qui se passe au Japon, quand une histoire est créée, elle est souvent publiée en web novel, c'est-à-dire en chapitres reliés, en chapitres diffusés sur Internet. Et ensuite, si cette histoire marche et que l'auteur est repéré par un éditeur, elle vient à être sérialisée, c'est-à-dire comme tout manga, comme les chapitres sont adaptés pour être reliés et sortis en roman. Généralement, le format au Japon, c'est un format A6 que l'on a. C'est vendu peu cher et c'est ce que l'on appelle du roman de gare. C'est-à-dire c'est des romans qui sont achetés généralement pour des transports, pour être lus pendant 4, 5, 6 heures, pour être lus assez rapidement et qui comptent des histoires très très longues. Le plus connu qu'on a en France et qu'on a aussi dans le monde, c'est Sword Art Online. Et en fait, ce que l'on peut voir après cette arrivée en light novel, on a souvent l'arrivée en manga et après l'arrivée en animé. Et en fait, le marché français, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que les séries sont souvent plus connues par leur animé. Je pense souvent à l'Attaque des Titans, aussi Sword Art Online, Log Horizon, qui sont les plus connus. Danmachi aussi, ou alors Slime, c'est pas un light novel Red Zero, qui est aussi... Si, aussi Slime et Goblin Slayer aussi en est un, qui sont édités par Kuropop en France. Donc ils arrivent vraiment en animé, ils éclatent en animé en France, et après le chemin inverse, c'est-à-dire le chemin vers le manga ou vers le light novel est plus compliqué pour le client français. Donc en fait, le light novel est très apprécié au Japon parce que c'est le premier moyen de distribution en fait que le public a. C'est-à-dire quand un animé sort, par exemple, je vais prendre l'exemple de la série qu'on édite, ils avaient déjà 13 volumes sortis quand la première saison de l'animé est sortie. Nous, on a fait coïncider la sortie de l'animé avec la sortie de nos premiers volumes, c'était aussi une partie. Donc c'est vraiment un format qui est pour le jeune public, avec un style de lecture assez simple et basique. Dedans, vous pouvez y retrouver généralement 5 à 6 illustrations qui sont pas forcément... qui reprennent le style du manga, mais ça reste un roman et ça reste un livre, on va dire, tout ce qui est de plus banal. Généralement, ça fait entre 200 et 300 pages. Ouais, ça se lit, tu disais, 4, 5, 6 heures, ça se lit très très vite, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de... Ça enchaîne, c'est écrit gros. Voilà, beaucoup d'action, très punchy, c'est vraiment quelque chose qui favorise l'action et qui favorise... On va dire, on va faire l'impasse sur tout ce qui est les descriptions et on va vraiment s'impliquer sur les interactions avec les héros, avec vraiment les interactions qu'ils ont avec leur environnement et avec tout ce qui est tous les autres personnages. Okay. En tout cas, ouais, c'est du roman japonais en tout cas qui se lit assez vite du coup. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi d'éditer du light novel? En fait, c'était quoi le but à la base de la nouvelle édition? Pourquoi le light novel? Pourquoi pas simplement le manga ou autre chose, de romans plus classiques? En fait, on est tous passionnés de manga dans l'équipe et de culture japonaise. J'étais un peu frustré de ne pas voir la fin de certaines séries, et donc c'est un petit peu ce qui me motivait à aller chercher l'histoire aux sources en fait, et d'aller pouvoir chercher déjà la fin de l'histoire pour moi, mais aussi pour partager les romans que j'aime et les histoires que j'aime à d'autres personnes. Et c'est un petit peu ce qui nous a réunis avec l'équipe. On est tous des lecteurs normaux, pas spécialement des très très gros lecteurs, mais c'était aussi un style qui nous intéressait, vraiment quelque chose de facile à lire et qui peut être transporté un petit peu partout et qui peut être emporté partout au gré des déplacements. Donc c'était vraiment pour connaître la fin des histoires, on va dire. J'ai été très frustré par Sword Art Online. C'est le premier gros animé qui m'a ramené, on va dire, vers le light novel. Après c'était Spice Wolf parce que j'avais déjà le manga. Et donc en fait, de devoir attendre des histoires, c'est vraiment ce qui me frustre, et de ne pas avoir aussi ce détail où c'est vraiment cette rentrée en détail que peut avoir l'auteur au travers du roman. Je trouve le style du manga super sympa. Nous, on passe vraiment parfois vite sur tout ce qui peut être relation et description que l'auteur veut implanter. Et
on voit souvent d'énormes différences sur les différences entre, par exemple, pas manga, mais animé et light novel. Le plus flagrant, c'est la saison 2 de Sword Art Online, que j'ai pas spécialement apprécié en animé. Pourtant, j'ai dévoré le bouquin et l'histoire est vraiment beaucoup mieux conçue. Donc parfois, on peut avoir des a priori sur certains animés et redécouvrir totalement l'histoire et en être beaucoup plus fan au final au travers du bouquin. Donc c'était pour essayer un petit peu de redécouvrir ce qui me passionnait, mais plus en détail. Ok, très intéressant. Franchement, light novel, c'est vrai que c'est quelque chose qui tend à devenir de plus en plus grand public, même enfin, en France. Au Japon, c'est déjà un truc de ouf. Light novel, c'est totalement implanté. En France, c'était pas tant le cas que ça il y a encore quelques années. Il y a de plus en plus bah oui, quasiment pas. Du coup, ça fait quelques années maintenant que ça commence quand même à venir. Et du coup, vous êtes arrivé il y a quasiment un an, c'est ça, un peu plus d'un an, peut-être, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, donc ça. C'est ça. On a été annoncé ensemble en 2019, donc. Ouais. Ok, bon. En tout cas, c'est vrai que bon, il s'est passé beaucoup de choses en 2020 qui ont fait qu'à mon avis, enfin, c'est même sûr, ça a ruiné pas mal de vos plans. Mais avant de parler un petit peu de ce que vous faites actuellement pour essayer d'arranger ça, je voudrais savoir, toi, comment tu as découvert le light novel au final? Est-ce que c'est Sword Art Online que tu as cité un petit peu plus tôt, ou est-ce que tu avais déjà découvert autre chose, ou ça fait combien de temps, combien d'années? Space Wolf, c'est vraiment ce qui m'a remis dedans. J'adore tout ce qui est histoire un petit peu économique, un petit peu où on va avoir un petit peu de name, ou des gens qui vont un petit peu chercher à abuser de certaines situations. J'adore aussi tout ce qui est jeu de stratégie à la base, donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien ce genre d'histoire. Et je me suis rendu compte que le manga ne traînait pas forcément à être adapté en France, mais mettait un poil de temps, et que le light novel sortait en parallèle. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. En fait, j'ai acheté le premier volume qui est chez Ofab et j'ai dévoré en 15 jours. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, on continue là-dessus et on essaie dans le plus d'infos possible. J'avais aussi adoré ensuite Sword Art Online. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le volume pour avoir plus. Parce que là, ton son, il commence à partir un peu en cacahuète à cause de ta connexion. Est-ce que, à la limite, ce qu'on peut faire, est-ce que tu peux peut-être quitter et revenir sans ta caméra? Au pire, on garde l'audio, on mettra une image à la place. Donc en fait, pour en revenir sur comment j'ai découvert ce média-là, c'était vraiment pour m'intéresser à certaines histoires, et c'est Spice and Wolf qui m'a fait découvrir le premier volume. Ouais, et derrière Sword Art Online, carrément, j'avais dévoré l'animé à l'époque en un week-end, et je m'étais dit, bah go, on chope l'histoire et on essaie de rentrer plus en détail dans ce qui s'est passé, de comprendre un petit peu plus vraiment le fond de l'histoire. Et c'est vrai qu'on a tous les détails que l'auteur implémente et qui sont parfois passés très très rapidement. Et c'est là où je me suis vraiment intéressé. C'est vraiment sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, la saison 2 de Sword Art Online, enfin, ou l'arc 2, que j'ai trouvé un petit peu passé, on va dire, rapidement sur la partie animée. Et je me suis éclaté à lire le roman et j'ai vraiment redécouvert l'œuvre telle qu'elle avait été écrite à la base et telle que l'auteur voulait qu'on la découvre surtout. Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que toi, tu trouves que voilà, le light novel, ça apporte quoi de plus concrètement par rapport au manga? Pourquoi avoir vraiment choisi plus le light novel que le manga? Parce qu'à la base, tu nous as dit que tu étais fan de manga. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plutôt penché vers le light novel? Peut-être le fait que les romans sortent plus rapidement. C'est vraiment quelque chose de très instauré au Japon. Essayer d'avoir un rythme de parution vraiment ultra rapide, et donc un rythme de lecture où on s'ennuie pas forcément. On a vraiment pas sa dose toutes les semaines, mais quasi. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui m'intéressait. Le fait d'avoir des très longues séries de romans, c'était quelque chose que j'ai redécouvert il y a peu de temps avec certains romans policiers. Et je me disais, mais tiens, c'est bizarre qu'on n'ait pas ce genre de choses avec le Japon. Et c'est comme je suis un gros fan de culture japonaise, je me suis renseigné, j'ai découvert ce format-là, et je me suis un petit peu engouffré dans la brèche. Ok, très bien. Okay. J'avais une question en tant que... Moi, je suis un grand amateur de light novel, hein, j'en lis quasiment pas, même pas du tout, pour être honnête. je connais absolument pas le format. Est-ce que tu pourrais nous citer, nous présenter quelques séries peut-être de chez la nouvelle édition, ou des séries qui t'ont plu, qui t'ont marqué, autres que les séries qui ont par exemple un animé, qui sont connues aussi grâce à leur animé?
La série qu'on édite à l'heure actuelle, la première, c'est Infinite Dendrogram, qui est sortie en animé chez Wakanim l'année dernière. C'était début 2020, si mes souvenirs sont bons. Donc l'histoire, c'est un héros qui se pointe dans un VRMMO, donc un petit peu le même délire que pour Sword Art Online, mais on n'a pas l'effet de la mort permanente. On a d'autres enjeux qui sont mis en place, comme la création d'un avatar qui est unique à chaque personne et qui suit le personnage tout au long et qui évolue en fonction du personnage tout au long de l'histoire. Par exemple, sur cette histoire, on a un univers aussi qui est beaucoup plus développé par rapport à l'interaction avec les PNJ qui ont en fait une apparence humaine et qui ressemblent à des héros. Et ça fait un petit peu lever les doutes qu'on a. Par exemple, j'ai regardé l'animé sur Crunchy de la saison précédente, c'était Je suis sur 1000 vies ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement du titre, où le héros se transporte dans un isekai, ils doivent enfin dans un monde alternatif, ils doivent réussir des quêtes, sinon ils meurent. Et donc ils pensent que ce sont des PNJ, et je veux pas vous spoiler la fin de l'histoire, mais ils se posent des questions et à la fin ils se rendent compte que peut-être pas forcément. Et donc il y a tout cette réflexion sur les mondes alternatifs et sur les univers alternatifs qui nous font penser d'un point de vue qui sont peut-être virtuels, mais au final pas tant que ça. C'est un petit peu aussi ce qu'essaie de lever Sword Art Online dans la dernière saison d'animé et dans les derniers romans qui sont parus en France. Pour l'autre série qu'on a publiée en numérique fin décembre, qui s'appelle Détective AI, c'est une histoire d'enquête policière qui se base un petit peu sur des sujets de technologie, d'intelligence artificielle, où le héros découvre un jour que son père est mort, mais il n'y a aucune preuve qu'il a été tué. La police pense que c'est un suicide, et lui pense en fait que c'est un meurtre. Et en fait, il va découvrir que son père lui a laissé ou a laissé 2 intelligences artificielles qu'il a créées, une qui va être détective et une autre criminelle. Il avait créé ces 2 intelligences pour qu'elles puissent travailler de concert et apprendre l'une de l'autre. Et en fait, tout le roman va se tourner autour de ces enquêtes et de la manière dont les crimes peuvent être résolus. Donc voilà pour les deux séries qu'on édite. Pour les autres séries que je lis, c'est principalement des séries qu'Ofulb a éditées en France. Je me suis mis depuis le début de l'année à lire pas mal de séries en anglais. Et la grosse série qui me suit bien depuis le début de l'année, c'est Realist Hero Rebuild the Kingdom. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui est transporté. Voilà. Pour les light novels, il y a énormément d'isekai, c'est 75 à 80% du cheptel des histoires, donc c'est compliqué de passer au travers. Comment tu expliques cette tendance? Parce que par rapport aux mangas ou aux animés, je pense que c'est clairement le genre Neketsu qui prime. Non, côté isekai, il n'y a que ça limite côté light novel. Surtout que, pour le coup, tout à l'heure tu parlais des romans policiers et tout, l'isekai, c'est pas forcément le truc qu'on verrait en premier pour un roman, quoi. Enfin, je dirais, ouais, ce serait quasiment 80% de trucs policiers. Je dis, bon, ouais, ça fait sens. Quoi, l'isekai, c'est quoi ce... Je pense plus un effet de mode qui s'est passé au Japon et qui tend à passer. On tend à revoir sortir un petit peu plus du school life ou du rom-com qui commence à arriver. Il y a une grosse série qui est très 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 demandée en France qui s'appelle Classroom of the Elite, qui existe du coup en light novel, qui est à la base dans light novel, et elle est tout le temps dans le top 10 des ventes chaque année au Japon. C'est vraiment la série qui tend à faire revenir un petit peu le système, enfin le type de roman. Après, l'isekai, je dirais, c'est un petit peu le côté pas facile, mais c'était la mode de Truck-kun qui nous percute, et puis voilà, on se retrouve dans un monde alternatif. Ça a été aussi la mode avec Real Life, l'anime qui est sorti. Ça a été beaucoup cette mode de l'isekai, et Re:Zero en est le principal, le Horizon l'a été. À chaque fois, ça a été peut-être la manière la plus facile de présenter un monde, on va dire, totalement différent de ce qu'on a, sans se prendre la tête forcément avec le scénario aussi derrière. Je sais vraiment pas. Ça parle beaucoup d'effets de mode au Japon qui sont en train de changer à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'avec les générations qui arrivent, les tendances vont changer.
Mais en effet, il y a, on va dire, 75% des light novels qui sont sortis, c'est de l'isekai. Ok, très intéressant. Et du coup, mais pourquoi avoir choisi du coup les deux titres que tu nous as cités précédemment, les deux premiers titres de la nouvelle édition? Pourquoi ceux-là, pour toi, pourquoi ceux-là plutôt qu'un autre du coup? Pour Infinite Dendrogram, parce qu'on est, on est une majorité de garçons dans l'équipe, fans de jeux vidéo, donc c'était l'histoire qui faisait sens. C'était aussi une occasion, on va dire, promotionnelle, vu que l'anime sortait, de se dire on va profiter un petit peu de l'aura de Wakanim aussi pour présenter quelque chose en commun et essayer de promouvoir au maximum la série. On a eu l'opportunité aussi d'avoir un partenaire très important sur cette série qui est J-Novel Club. C'est l'une des plus grosses maisons d'édition qui publie des light novels aux États-Unis en anglais. Pour donner un exemple, en 3 ans, ils ont sorti près de 450 volumes. Donc c'est ouais, ils sont ultra actifs de ce côté-là. Et donc on a eu via un contact la possibilité de sortir cette licence. L'histoire nous plaisait bien, il y avait l'arrivée de l'animé qui sortait. On s'est dit go, on tente le coup, et c'était vraiment quelque chose aussi qui présentait un aspect différent on va dire des VR MMO et de ce que Sword Art Online avait pu un petit peu présenter ou imposer aux autres lecteurs. Et c'est vrai que le côté réaliste des PNJ dans l'histoire et le côté on va dire vie normale et toute l'implication que peut avoir on va dire le héros dans l'histoire a vraiment des répercussions importantes. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas de système il y a des systèmes de niveau de quête, mais par exemple, les quêtes se créent au fur et à mesure de vos rencontres dans l'univers d'Infinite Dendrogram, désolé. Et donc, du coup, le héros qui se connecte pour la première fois va rencontrer la garde de la ville, va la percuter, va se retrouver dans une quête de niveau ultime que seul lui et son frère vont pouvoir résoudre parce que son frère a un niveau un petit peu abusé. Mais tout ça, en fait, on se rend compte que la vie est plus normale dans l'univers que ce qu'on pouvait rencontrer dans Sword Art Online ou dans d'autres histoires de ce type-là. C'est vraiment ce qui nous a plu, le côté réaliste de l'univers au final, puisque c'est un petit peu aussi moi ce que j'attends en tant que joueur au final. C'est un petit peu le saint graal du monde virtuel et de ce qu'on nous promet depuis quelques années dans le jeu vidéo. Pour ce qui est de la deuxième série, Detective AI, c'était un petit peu un pari de vouloir proposer quelque chose de neuf et surtout quelque chose qui soit jamais sorti du Japon. Donc du coup, on s'est vraiment basé sur une enquête policière, d'essayer de prendre aussi des sujets qui sont d'actualité et qui font réfléchir, comme les intelligences artificielles ou autres. On est aussi des gros fanats de technologie dans l'équipe, donc c'était aussi quelque chose qui faisait sens pour nous. La couverture est faite par vos fans, donc je vais pas dire elle est magnifique, et il fait toujours d'excellentes illustrations, donc ça nous a bien aussi guidé sur cette histoire-là. L'histoire était simple, le sujet était bien vulgarisé, donc on cherche aussi toujours à essayer d'avoir une meilleure accessibilité au lecteur et pas forcément quelque chose d'ultra compliqué qui va vraiment perdre un petit peu le lecteur au bout de quelques temps. Le fait que ce soit à la base une histoire courte, c'était intéressant. On a appris il y a quelques mois que le volume 3 était en cours d'écriture au Japon, donc on se dirige vers quelque chose peut-être d'un petit peu plus long, mais c'était aussi proposer un truc un petit peu plus court. Pour vous donner un exemple, Infinite Dendrogram, normalement, est attendu jusqu'à 40 à 45 volumes. Il y en aurait déjà entre 20 et 25 déjà prépubliés en web novel. Et le 14e ou le 15e est sorti au Japon en volume. Donc c'est une très très grosse série. On voulait essayer de casser un petit peu le côté grosse série en proposant aussi une autre série beaucoup plus courte et vraiment différente de ce qui est proposé en termes d'isekai ou autre qu'on peut trouver. Ok, très bien. Vas-y, Daria. D'ailleurs, je voulais revenir à un truc sur le sujet du isekai, justement, t'en reparles et je voulais poser une question là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du genre aujourd'hui, dans le sens où voilà, il a été popularisé, bon, même s'il y a le débat du est-ce que c'est un isekai ou pas, certains disent oui, certains disent oui sur popularisé. Au final, qu'est-ce que tu penses du genre? Est-ce que tu penses vraiment que ce serait bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à exploiter, que ce serait bien qu'il dure encore longtemps? Ou alors est-ce que tu penses qu'on a vraiment atteint un plein fond de verre avec ce genre et qu'il faut vraiment songer à arrêter pour passer à d'autres choses dans le light novel pour qu'il se renouvelle? Ou alors s'il sort de l'isekai, il tombera à plat ou autre? Qu'est-ce que c'est ta vision là-dessus? Je pense pas que
enfin une overdose d'isekai va faire tomber à plat le light novel. Je pense que de toute façon, s'il y a des très bonnes séries, elles finiront par émerger et par se vendre. Il y a une telle quantité de romans qui sortent au Japon qu'au final, l'offre est immense. Après, je dirais c'est toujours le même phénomène de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si une maison d'édition voit qu'un certain style se vend et correspond aux attentes du public, je pense que c'est aussi ce vers quoi les auteurs vont tendre pour essayer de vendre leurs histoires. Donc je pense que c'est plus une manière dont les auteurs s'adaptent au marché plutôt qu'une réelle overdose de l'isekai sur le marché japonais. On peut faire un parallèle aussi encore avec le Neketsu côté manga. Le Neketsu, c'est à la mode depuis les années 70 et encore aujourd'hui, Demon Slayer, voilà, il a encore tout cassé les records en 2020. Quoi. Donc, je pense pas que c'est pas des genres qui s'essoufflent parce que finalement, là, les fans, ils se renouvellent eux-mêmes. En fait. Il y a toujours des jeunes qui arrivent, qui découvrent le genre. Finalement, il est toujours en vie, quoi, tout simplement. Après, c'est ça, je pense que le style vient évoluer avec les personnes. Quand j'étais ado, je lisais Dragon Ball comme tout gamin. Voilà, j'ai 37 ans cette année, donc ça me rajeunit pas non plus. Mais j'ai connu plein d'autres bouquins, et j'ai su évoluer avec ce que j'ai découvert aussi en lecture. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me redirige vers d'autres séries maintenant. Et je pense que voilà, les gens aussi vont avoir tendance à chercher d'autres choses. Il y a des très longues séries aussi qui sont en place, comme Berserk, qui durent depuis des années, et les ventes ne faiblissent pas non plus spécialement en manga. En light novel, il y a des équivalents aussi sur des séries qui durent et qui durent. Sword Art Online en est un excellent exemple au Japon. Les ventes ne baissent pas, et pourtant le style tient la route. Et c'est pas, enfin, je considère pas forcément que ce soit un isekai derrière aussi. Donc je dirais, ça va dépendre des lecteurs en face. Après, je regardais votre top 10 des ventes au Japon sur les mangas. C'est beaucoup Shueisha qui lead le top 10. Faut savoir qu'au Japon, ils font très peu de light novel. Ils sont vraiment spécialisés sur le manga. Pour tout ce qui est pour tout ce qui est light novel au Japon, ça va être vraiment Kadokawa qui trust 80-85% du marché. Et ils ont vraiment une gamme aussi diverse que variée qui va aller du plus 18 jusqu'à de l'isekai, du rom-com. Enfin voilà, on arrive à trouver tout ce qu'on veut tant qu'on se donne la peine de chercher les romans qui nous correspondent. Ok, très bien. On va quand même un petit peu parler aussi du Ulule aussi, c'est un petit peu pour ça que tu es là. Juste avant, on peut quand même rappeler vite fait, du coup, 2020, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au final pour la nouvelle édition. On sait que le Covid a du coup un peu gâché, par exemple, l'annonce dans certaines conventions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement que le Covid vous a empêché de faire en 2020 ? Trouver un réseau de distribution pour atteindre les libraires beaucoup plus facilement, et derrière c'était beaucoup les parties conventions. En fait, quand on est une jeune maison d'édition, c'est un petit peu le meilleur moyen de se faire connaître et de rencontrer le public, et un petit peu aussi de fidéliser le public. Donc c'est principalement ces deux. La fermeture des librairies pendant quasi 4 à 6 mois de l'année a pas spécialement aidé. Donc ça a été très compliqué. On va dire que les libraires se sont retrouvés un petit peu aussi fermés à régler un petit peu les stocks et à condenser les sorties d'une année sur 6 mois. Et donc derrière, ça a été aussi compliqué de notre part d'aller les démarcher et de leur proposer quelque chose qui est totalement différent. Qui est un roman, qui est pas un manga, qui est vraiment un style totalement à part et qui a pas forcément beaucoup de visibilité. Donc ça a été, on va dire, quelque chose de global et un petit peu tout mis bout à bout qui a fait qu'on s'est retrouvé dos au mur en fin de l'année. Ok. Donc on en arrive du coup aujourd'hui à un lancement pour un Ulule. Déjà pourquoi avoir choisi le financement participatif? C'était la seule solution à tes yeux, enfin à vos yeux pour l'équipe? C'était quoi le but? Enfin le but. On se doute bien que le but c'était de récolter des fonds pour pouvoir éditer vos light novels. Mais pourquoi un financement participatif? Pourquoi Ulule précisément? Est-ce qu'il y a des raisons à ça?
Alors, on s'est focalisé sur Ulule parce que la plateforme nous plaisait bien et c'était quelque chose qui nous paraissait normal de passer par une plateforme française plutôt que Kickstarter ou autre. On s'était posé la question avec KissKissBankBank à un moment, mais on a préféré rester sur Ulule au vu des projets qu'ils proposaient. Il y a pas mal de projets littéraires dessus et de projets un petit peu qui plaisent aux personnes qui lisent des mangas ou qui peuvent être la cible des light novels. Donc, on s'est dit que d'être mis en avant sur cette plateforme, ça pouvait aussi mettre en avant la société et le projet, donc peut-être aussi nous permettre d'avoir de nouveaux acheteurs. Et après, pourquoi le Ulule? Tout simplement puisque imprimer les livres, c'est ce qui coûte le plus cher à l'heure actuelle. Et en fait, on a une politique où on essaie de promouvoir nos romans au format numérique. En fait, quand on sort un bouquin, on le sort toujours en premier en numérique et un mois après au format papier. Et donc, du coup, ça nous permet de montrer un petit peu aux personnes qui achètent nos bouquins qu'on a un rythme de publication stable et que les bouquins sont prêts. À l'heure actuelle, on a jusqu'au quatrième volume d'Infinite Dendrogram qui est sorti. Détective AI est sorti en décembre. On l'a sorti la semaine de Noël en cadeau de Noël au lecteur numérique. Donc, c'est pour montrer que le travail est là. Il nous reste juste le passage au format physique qui est le plus contraignant en termes de coûts et de logistique pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire un système de pré-vente, mais qui ne contraigne pas, on va dire, les lecteurs, enfin, qui ne contraigne pas les acheteurs. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à la somme, par exemple, on aurait très bien pu faire un système de pré-vente sur notre boutique, mais après, le système de remboursement aurait été totalement pas pratique pour les personnes si on n'atteignait pas la somme demandée. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi préféré passer par une plateforme comme Ulule, pour avoir ce côté un petit peu transparent vis-à-vis de tous les coûts et vis-à-vis de tout ce qui est mis en place au travers de la société. Donc, c'était aussi pour avoir une communication un peu plus poussée sur notre manière de faire. Ce qui est bien surtout avec des campagnes comme sur Ulule, c'est que on peut, du coup, nous en tant que lecteur, en tant que fan, en tant que quoi que ce soit, aider du coup la personne qui le souhaite en échange de contrepartie. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent et on gagne quelque chose derrière quand même. Donc c'est quoi les contreparties, vous, que je sais qu'il y a déjà des t-shirts, des masques pour la première. Ouais. Tout à fait. Alors, nos premières contreparties, c'est de vendre nos livres, tout simplement. C'est déjà le but. On a créé une contrepartie, un pack soutien, qui est vraiment pour les personnes qui voulaient investir plus et du coup, en plus des livres, donner vraiment participer plus. Donc, on a mis en place un t-shirt, des stickers et un masque pour essayer de leur apporter un petit plus produit. On a créé aussi pour les personnes qui sont vraiment intéressées et qui veulent rejoindre l'aventure, un pack Ultimate, c'est-à-dire pour 4 750 €, vous avez la possibilité de participer au choix des licences dans la société. Donc on essaie d'ouvrir un petit peu aussi comment on fonctionne et comment notre société fonctionne aux autres et aux fans, et leur dire voilà, si ça vous tente vraiment, vous avez la possibilité aussi de participer à ça. Donc les principaux packs qu'on va avoir, ça va être les packs numériques, les packs de livres numériques et les packs de livres physiques, parce que c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on doit faire. Et à côté, on a rajouté le pack soutien et le pack ultime pour essayer d'aller un petit peu chercher les passionnés et les fans qui veulent nous soutenir plus. En gros, est-ce que tu peux afficher le Ulule à l'écran pour que les gens puissent voir en même temps les contreparties et tout à l'écran? Le pack ultime, c'est le pack actionnaire, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, je vois, t'as le droit de vote sur des licences et tout. Ouais, tu fais partie de la boîte presque. Si tu c'est ça. On met en place quelque chose d'ouvert sur le fonctionnement de la société, l'accès à nos livres en exclusivité. Donc on essaie vraiment de populariser, vraiment de diffuser au maximum et le format et qu'il soit le plus. Et de toute façon, c'est aussi quelque chose qui a été on a un chat Discord aussi qui est dispo pour la société. On fait beaucoup on a déjà fait 2 réunions vocales, on en a fait une hier avec les fans pour parler, et on reste très ouvert sur le fonctionnement de la société, sur comment ça fonctionne, sur la gestion des droits, sur la gestion des licences, sur tout ce qu'une maison d'édition tend à pas forcément communiquer. Vu qu'on reste des fans à la base, on diffuse cette information-là et on la partage. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on tend à vouloir offrir ce genre d'expérience à d'autres personnes, leur dire n'hésitez pas, il y a possibilité de sauter dans l'aventure et d'y mettre un petit peu son grain de sel.
Ok. Mais tu vois, c'est intéressant. Il y a plusieurs packs différemment. Ça dépend de combien vous donnez, etc. Ouais. Du coup, c'est quoi le but, l'objectif? C'est 47 500 €, c'est ça? Tout à fait. En fait, le but, c'était donc, on veut imprimer donc les 4 volumes qui nous restent à faire, qui ne sont toujours pas sortis, c'est-à-dire le volume 4 d'Infinite Dendrogram, le volume 5 qui est en train d'être terminé, le volume 6, donc pour prendre un petit peu d'avance, et le volume de Detective AI, du coup, qui est sorti en décembre. Et du coup, il faut savoir qu'un coût de production de livres, c'est entre 10 et 15 000 € à peu près. Donc c'est pour ça qu'on atteint vite au final cette somme de 47 500 €. Ok. Bon, en tout cas, bien sûr, dans le chat, on vous invite fortement à aller donner un peu de sous-sous dans le Ulule qui est du coup dans le chat. Voilà, Muro vous l'a spammé là, donc vous avez accès facilement. Ça permet du coup de découvrir les œuvres que la nouvelle édite. Et en plus de ça, vous avez souvent des petits trucs en plus. Vous avez il y a une formule, du coup, ce que j'ai vu aussi, il y a une formule pour le. J'ai vu un truc sur le Ulule. Vous faites une formule concernant l'offre numérique. Puis le format papier, comment ça se passe exactement? Tu peux expliquer ça? Alors, comment ça se présente? En fait, ce que l'on fait via le Ulule, en fait, on vend un système de bons d'achat, c'est-à-dire que pour nous, ça va être beaucoup plus simple de le gérer. On a déjà notre boutique qui est en ligne et ça va être beaucoup plus simple aussi pour les consommateurs d'avoir un suivi de commande, d'avoir des factures, d'avoir tout ça au nom de la société. Donc, ils auront, en participant via le Ulule, on peut acheter le pack que l'on souhaite, soit en numérique, soit en physique. Et derrière, après, l'achat final se fera sur notre boutique. Et donc, du coup, derrière, vous aurez, comme sur n'importe quelle boutique, vous ajoutez vos objets dans votre panier, vous ajoutez le code promo, ça compense directement la valeur totale de vos objets et l'expédition est incluse dedans. Donc, c'est vraiment pour avoir une expérience la plus fluide possible pour l'utilisateur et le meilleur des suivis derrière pour tout ce qui est colis. Comme on a un système d'expédition qui est intégré, qui permet d'avoir un tracking aussi des expéditions beaucoup plus poussées. On propose aussi plein de petits trucs supplémentaires que font pas forcément les autres. Par exemple, sur Infinite Dendrogram, on propose un petit bouquin d'histoires complémentaires. C'est des histoires qui sont vendues à la base à part au Japon. Nous, on arrive à les négocier dès le début avec la licence. Et donc, on propose des petites histoires, des petits chapitres complémentaires qui viennent apporter... qui viennent pas, qui sont pas indispensables, mais qui viennent approfondir justement l'univers de la série. Donc sur chaque volume, on a ce petit bouquin qui est offert. Et donc du coup, si on arrive au 100%, on continue justement à donner ces petits avantages-là. On essaie aussi pas mal de créer tout ce qui est des goodies spécifiques. On a notamment créé un marque-page spécifique Infinite Dendrogram. Donc voilà, on est à fond sur ce genre de choses. On a mis aussi en place des promotions spécifiques pour des marque-pages, pour des affiches pour Noël. Donc on essaie vraiment d'apporter une offre plus complète en termes de goodies à nos futurs clients. Et on prépare plein de surprises si ça arrive jusqu'au bout. Okay. Petite question qui fâche. Si ça ne va pas à 100%, qu'est-ce qui se passe exactement, que ce soit pour les gens qui ont mis de l'argent et surtout derrière pour vous, qu'est-ce que ça signifie? C'est la question compliquée, on va dire, en ce moment. Si ça n'arrive pas à 100%, il y a de grandes chances que la société vienne à arrêter parce qu'il y a eu des investissements importants de la part de tout le monde et à un moment, il faut savoir aussi s'arrêter plutôt que de risquer plus que ce qu'on est capable de rembourser, on va dire. On a aussi... outre la potentielle fermeture de la société, on est en discussion avec des partenaires de l'État justement pour trouver des solutions de financement ou autres. Le fait qu'on n'ait pas eu forcément d'activité économique en 2019 nous permet pas d'avoir d'historique et donc de justifier la baisse de chiffre d'affaires qui ouvre sur des aides de l'État. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On est en discussion avec les différentes DRAC, les directions régionales des affaires culturelles de région, pour essayer d'avoir des aides de l'État aussi, pour essayer de trouver d'autres solutions de financement. On est aussi en discussion avec des partenaires privés pour essayer tout simplement de trouver des partenaires pour financer la société. Il faut savoir qu'on est une maison d'édition totalement indépendante, financée par les quatre créateurs. Donc on n'a vraiment aucune attache à une grosse maison d'édition ou à un gros groupe
comme peuvent l'avoir nos concurrents. Donc on est vraiment financé sur fonds propres à l'heure actuelle. Donc on essaie de trouver des solutions, mais ça reste compliqué. On a une bonne avancée sur un partenaire privé. On aura plus d'infos sur le mois de janvier, mais pour l'instant, j'ai pas le droit d'en parler. Donc on attend tous et on croise les doigts pour promouvoir au mieux la société, promouvoir les livres qu'on est capable de faire. Ok. Donc c'est hyper important, les amis. Il faut soutenir un maximum. Sachant qu'on a parlé des packs, etc. Mais vous pouvez même donner moins si vous avez moins à donner. Vous pouvez contribuer quand même. Il n'y a pas de limite, on va dire. Ça part à partir d'€1. Donc chaque euro compte, les amis. On est actuellement à 13 618 € sur les 47 500, donc 28% de l'objectif. Il reste combien de jours? Du coup, 13 jours 13 jours, oui. Le marathon commence là, c'est compliqué, mais on perd pas trop espoir. Enfin, on perd pas trop espoir. On essaie de pas être défaitiste et de continuer à chercher d'autres solutions aussi. Donc voilà. Il faut pas lâcher l'affaire. 13 jours, c'est dur. Hein. Je dis pas que ça va être facile, mais c'est faisable. Il y a pas à se baisser les bras. Faut pas baisser les bras, bien sûr. Surtout que c'est aussi complémentaire au manga. Donc, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, par exemple, il y a des animes qui sont au final qui se révèlent des adaptations assez décevantes, et finalement le light novel, il te fait contredire au final et il te fait revisiter, redécouvrir l'œuvre sous un nouveau jour, tout simplement. Ouais, il y a ça, et il y a aussi le fait que, je pense à des œuvres, et ça vaut pas trop, mais par exemple, plus Zéro, forcément, 4 ans pour obtenir une saison 2. Donc, quand vous regardez une saison 1, par exemple, et que vous êtes impatient après, Light Novel, foncez, j'ai envie de dire, si vous êtes trop impatient. C'est là que 2020, c'est vraiment frustrant parce que c'était le projet était carré, c'était le bon moment pour lancer et tout, et finalement, il y a le Covid qui a un peu ruiné les plans. C'est vraiment frustrant parce que ça remet en péril beaucoup de choses. Donc j'espère que là, 2021, ça pourra repartir comme il faut pour vous. Parce qu'après, c'est carrément un marché qui, en France en tout cas, qui mérite d'être exploité. Je sais que moi, par exemple, j'ai plein d'abonnés qui sont très très fans des light novels et tout. Donc moi, j'attends que ça, d'en découvrir à travers un format physique. Donc ça serait vraiment cool, quoi. C'est clair, surtout que là, c'est ce qui est, comme tu disais, David, c'est un peu, c'est dommage parce que c'est pas parce que vous avez fait des mauvais choix ou il y a eu des problèmes de gestion ou quoi, c'est juste, genre, il y a les librairies ont fermé, enfin, c'est un peu, entre guillemets, la faute à pas de chance, quoi, et moi je trouve ça super dommage d'avoir un truc comme ça qui est porté par des fans et tout, qui s'arrête brutalement parce que, il s'est lancé 6 mois trop tôt, 6 mois trop tard, enfin, je sais pas, je trouve que c'est super dommage, quoi. D'ailleurs, j'ai vu, il y a quelqu'un sur le live qui a pris un pack. Tencho 71 qui était sur le live et qui a pris le pack, donc. Merci à lui, mais c'est vrai que c'était frustrant de notre côté de se dire, en fait, on n'avait pas de possibilité contractuelle de décaler nos sorties. Il faut savoir en fait que quand vous négociez votre licence avec le Japon, il y a une certaine date qui est pas imposée, mais qui est convenue avec l'éditeur, et on se doit de tenir cette deadline-là. Donc on n'avait pas d'autre choix que de continuer, et surtout ce qu'on voulait, c'était aussi assurer des sorties, on va dire fixes. Pour vous donner un exemple, sur notre première année, on a réussi quand même à sortir 5 bouquins. On en est super fiers d'avoir tenu ce rythme-là et de maintenir surtout un rythme de parution entre tous les volumes d'Infinite de 3 à 4 mois. Donc on essaie vraiment d'apporter quelque chose de stable et de récurrent aux lecteurs et de leur montrer que ça vaut le coup de s'investir derrière, parce que nous, on est là derrière pour leur amener quelque chose et leur amener la suite de l'histoire surtout. En plus, c'est cool parce que pour le coup, dans ce qu'on a en France en light novel très globalement, après je m'intéresse pas de ouf au truc, mais à chaque fois que je vais dans une librairie ou quoi, c'est quasiment que des gros hits d'animés qui ont été adaptés. Il y a, globalement, on peut le dire, je pense, il y a quasiment 0 prise de risque. Et là, vous apportez des trucs nouveaux. Moi, Kizuna, mais je mets avec Detective Eye. Detective Eye, moi, ça me branche bien et c'est un truc dont je pense qu'on l'aurait jamais vu ou que ce soit, quoi. Donc, pour moi, en fait, là, aujourd'hui, vous êtes un acteur qui apporte quelque chose de nouveau sur le marché. Il y a une certaine originalité dans les titres. On parlait qu'il y a 75% de isekai dans les light novels, et là, vous arrivez, vous nous balancez du policier. Donc, il y a une volonté aussi de marquer par rapport à ça, et c'est appréciable aussi.
Après, on a beaucoup de discussions en cours avec d'autres éditeurs. Donc, on a plein de types de séries qui sont actuellement en recherche. Et c'est vrai que l'isekai, c'est pas qu'on sera obligé d'y passer, mais si on doit trouver une série de ce type-là, parce que c'est ce qui plaît au maximum de monde, on va essayer de trouver vraiment la série qui est différente et qui apporte quelque chose de plus. On va dire au lecteur français, où ça va être quelque chose qui sera pas forcément édité en anglais, puisqu'on sait que beaucoup de lecteurs, de fans de light novel se redirigent un petit peu sur l'offre anglaise qui est beaucoup plus complète. Donc derrière, on essaie aussi d'apporter ces titres inédits-là au public français, et c'est ce qu'on essaie de faire un maximum. Après, il faut toujours aussi des séries pas forcément originales hein, pour faire de la qualité. Souvent, c'est le classique qui marche souvent aussi. Donc il en faut aussi. Quoi. On a fait un sondage sur notre Discord. On a un petit document où les fans nous fournissent les séries qu'ils veulent le plus. Pour l'instant, le light novel qu'ils veulent le plus, c'est Konosuba. C'est Konosuba. Il est pas dispo, ça? Non, il sort chez Mega en manga en ce moment, donc les 4 premiers volumes sont sortis. Après arrive avec c'est Senshan Butayaro, c'est Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, qui est aussi un light novel à la base. On a Classroom of the Elite qui est demandé, donc il y a énormément de grosses séries vraiment connues en animé qui sont pour la base du rom-com, du school life qui sont demandés aussi. Donc c'est intéressant de voir que les fans tendent à changer et tendent à vouloir autre chose que l'isekai aussi. Ouais, c'est une bonne nouvelle et c'est un truc qu'on voit pas chez les autres. Donc moi, ça me... Toradora, c'est un light novel à la base. Je vois dans le chat, ça demande Toradora. Oui, Toradora, oui, c'en est un. Ah, vous avez un client potentiel, hein, je dis ça. Voilà. Si... C'est moyen, ça peut être intéressant. On a pas mal de demandes sur de vieilles histoires aussi, comme Slayers, l'histoire est en train d'être rééditée. Du coup, notre partenaire G-Novel Club a racheté les droits de la série en Angleterre et est en train de refaire une traduction complète, mise à jour. Donc, il y a plein d'anciennes histoires comme ça qui sont un petit peu remises au goût du jour et ressorties dans des éditions plus collector avec des traductions actualisées. Donc il y a on sent qu'il y a une bonne émulsion du marché à l'international. Maintenant, reste à voir en France et à réussir à capturer un petit peu les fans et à leur proposer quelque chose de sympa. Ah, parce que tu dis des vieilles histoires qui ressortent comme ça. Le light novel, ça a paru. Enfin, depuis quand ça boom comme ça un peu au Japon? Ça a déjà un certain âge. Années 70-80. Ouais, voilà. Vraiment dans les années 90 ça a explosé et après c'est vraiment Sword Art Online qui a tout explosé, mais après le format est beaucoup plus accessible. Les Japonais n'ont pas vraiment la même manière de consommer le livre. Pour donner un exemple, donc le format est A6, donc c'est moitié de format d'un manga à peu près, ça se glisse dans la poche. Le papier ressemble à du papier cigarette et le bouquin vaut entre 700 et 900 yens. Donc coûte entre 2,50 € et 4 €. Donc c'est quelque chose qu'on consomme vraiment très rapidement. En France, on va pas avoir cette même manière de consommer du livre, déjà puisque les gens préfèrent des plus gros volumes et des livres vraiment de très bonne qualité, avec une belle couverture, avec une illustration qui est mise en avant. C'est pour ça qu'on est parti sur un format au volume A5, c'était vraiment pour redonner un petit peu les lettres de noblesse aux illustrations, puisqu'on a en fait énormément d'illustrations couleur et noir et blanc à l'intérieur des volumes, et vraiment apporter le détail des illustrateurs. On a Taiki, qui est un illustrateur sur Infinite Dendrogram, nous sort des jaquettes vraiment de folie en ce moment. Il a sorti quelques illustrations sur le dernier volume qui est en train de sortir au Japon. C'est vraiment quelque chose de dingue qu'on arrive à avoir sur ce genre de dessin. Donc voilà, pour les différences entre le Japon et la France, on essaie de s'adapter et c'est pour ça qu'on a, qu'on peut avoir ces différences-là à l'heure actuelle. Il vous laisse assez de liberté à ce niveau-là, ou est-ce que je sais que les Japonais sont très très difficiles avec leur licence, c'est un peu compliqué. Est-ce que du coup dans le domaine du light novel et du coup avec vous précisément, est-ce que c'est assez dur de faire des petits changements, des petits on essaie de coller au maximum soit à la couverture japonaise, soit à la couverture anglaise, mais on est
ultra libre et honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris de par mon travail chez La Nouvelle. Les Japonais sont super ouverts en fait et pour l'instant on nous a jamais dit non. Par exemple, sur les premiers volumes de Infinite Dendrogram, on avait négocié des volumes dédicacés par l'auteur. On s'était dit d'emblée ils vont nous dire non, mais au final ils nous ont dit oui, on a pu offrir des volumes dédicacés à nos fans. Sur des créations d'affiches, de marque-pages ou autres, on part d'emblée avec des avis en se disant bon, c'est des Japonais, ils vont être fermés, mais au final, en prenant le temps de leur expliquer le marché français, ce que veulent les fans et ce qu'ils attendent, ils sont super intéressés et au final nous disent bah ok, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc non, ça se passe super bien, même niveau validation, des corrections ou autres. C'est comme tout, je dirais, tant que la communication est bonne et qu'on échange bien, les relations restent super courtoises et super agréables. Ok. C'est pas toujours qu'on a des retours comme ça du Japon. Hein. Généralement, c'est plutôt, bon, on a voulu faire ça, ils nous ont cassé une jambe. Là, c'est. Après, pour l'instant, on travaille avec Obi Japan, qui est une maison d'édition bien connue pour le light novel. Et pour notre autre série, on travaille avec Shinshosha, qui est une autre vieille maison d'édition japonaise. Et on n'a vraiment eu aucun refus spécifique. Même sur la traduction, on reste très libre sur les termes ou sur les prénoms des personnes, sur l'adaptation qu'on peut avoir du japonais vers l'occidental. Ils nous ont mis pour l'instant aucun bâton dans les roues ou quoi que ce soit. Ils sont restés très ouverts à ce qu'on a pu leur proposer. C'est super cool. Ouais. C'est rare, donc tant mieux. Tant mieux, si vous pouvez faire des trucs cool après, genre le tome dédicacé par exemple, c'est super. Enfin, moi je trouve ça top. T'imagines, t'as ton. Enfin, on a jamais vu ça quasiment en France, des tomes dédicacés par les auteurs. C'est rare, quoi, en tout cas. C'est suffisamment rare pour souligner. Même pas en édition limitée, hein, donc. Ouais, non, c'est pour ça. Ouais. C'est vrai, ça. Est-ce que le chat a quelques questions pour Julien? Voilà, c'est le moment où j'ai peu des questions des viewers. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a pas Puchiko qui demande est-ce que vous comptez éditer Classroom? Bon, après, on va pas faire tous les chiffres. Depuis que t'es arrivé, ils sont là. Je les vois. Ça fait 1 heure, ils demandent. Bon, je vais quand même poser la question. Du coup, est-ce que tu comptes éditer? Bon, si déjà le marche, etc. Est-ce que Classroom of the Elite, ce serait quelque chose d'intéressant pour vous ou pas? Oui, ça serait quelque chose d'intéressant. Je vais pas vous dire oui ou non pour l'instant. C'est une série qu'on regarde beaucoup et on a pris contact avec Kadokawa déjà en septembre dernier. Donc on est déjà en relation avec cet éditeur-là. Après, c'est pas parce qu'on ne fait pas aussi certaines licences qu'on ne prend pas le temps de préparer les relations avec les éditeurs. On est en relation avec Kadokawa, avec GC Novel qui édite Slime et comment ça s'appelle, et Goblin Slayer aussi. Donc on approche beaucoup de maisons d'édition en parallèle et on essaie de préparer beaucoup le travail en amont. Donc il y a beaucoup de discussions qui se fait avec les éditeurs. Pour vous donner un exemple, une négociation de licence, c'est 2 mois à 1 an à peu près. Donc ça peut être très long et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est un gros travail d'anticipation de notre côté. Classroom fait partie des choix qui sont importants à faire. Ok, très bien. Il y a une question de Raphaël qui est pertinente et qui m'intéresse aussi du coup, parce qu'elle me concerne. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui n'a jamais lu de light novel pour le convaincre d'en acheter un? Qu'est-ce que je lui dirais? De le lire tout simplement, de tester, de pas se bloquer sur... alors, peut-être que notre format l'attirerait plus. En fait, on a fait le choix d'un format de bouquin ultra fin. Donc nos bouquins font 2 cm d'épaisseur, aussi épais à peu près qu'un volume standard de manga, et sont écrits plutôt normal, moins gros qu'un roman jeunesse. Je dirais de tenter et de se dire, bah voilà, un premier volume, c'est pas tant de temps que ça, c'est 5 heures de lecture, et ça peut déboucher sur de très bonnes surprises. Honnêtement, j'avais abandonné la lecture depuis pas mal d'années et faisant beaucoup de déplacements au travers de la France, je me suis un petit peu remis à lire au final grâce au light novel parce que c'était des histoires sur un univers japonisant ou sur un univers japonais que j'adore. Et je pense que si on est fan de japonais et de manga, c'est une lecture qui peut être complémentaire au manga au final. Ouais, ça fait moins peur que les gros pavés des romans. C'est vrai que qui se rapproche plus du manga, je pense que c'est vrai que ça peut, ça attire plus facilement les fans en tout cas. Je pense que c'est un bon truc de transition. En plus, il y a des images et tout, mais parce qu'aujourd'hui, les gens lisent beaucoup moins de romans qu'à une autre époque.
Je pense que les nouvelles, ça peut être un bon entre-deux. Voilà, si vous avez peut-être la flemme d'aller lire Maupassant, mais que vous aimez bien les mangas, il y a peut-être un truc à trouver là. C'est... Ça peut être ça, que ça peut être entre deux parfait, entre le manga et le roman, la passerelle. Donc n'hésitez pas à essayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, ton top 3 manga préféré, ton top 3, enfin, vas-y, tes mangas préférés, c'est quoi à peu près, Julien? Je vois que... Manga préféré à l'heure actuelle, attends, je regarde derrière moi, ça va être City Hunter en premier, en second, je le retrouve pas, Alucard, et en troisième, Goldorak, parce que mon premier manga que j'ai acheté il y a plus de 25 ans, donc voilà. Original, on l'entend pas souvent, ce trio. Après, j'ai des goûts assez éclectiques, et même ma femme a des goûts assez éclectiques aussi. J'ai des éditions de Wingman, par exemple, que Tonkam a édité, j'ai sauté dessus. Orange Road aussi, que j'ai sauté sur l'occasion. En fait, c'est tous les dessins animés que j'ai vus quand j'étais gamin au Club Dorothée, et j'ai voulu savoir la fin, tout simplement. Hein. Donc City Hunter, Cat Size, tous ces bouquins-là, Orange Road, ouais. Les Senseiya, bien sûr, en édition collector. Donc voilà, tous les vieux trucs, mais des trucs aussi récents. Donc, Ok, très bien. Il y a Soso Sisson, très beau pseudo. Bravo. Excellent. Qui demande dans le chat, bon, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais on va peut-être répéter une dernière fois. Est-ce qu'un échec sur le Ulule et sur les négociations de financement, c'est ce que ne vous souhaite pas du tout et nous non plus, signifie la mort du projet ou bien un nouveau lancement plus tard est envisageable? Malheureusement, comme toute société, on a des frais fixes à payer. On a fait le choix aussi d'embaucher notre traducteur, de ne pas le payer à la tâche ou au volume comme peuvent le faire certaines autres sociétés. Donc non, ça serait, on va dire, un gros coup d'arrêt à la société. Et on ne peut pas se permettre de continuer si on n'a pas de rentrée d'argent, on va dire, fixe, et si on arrive au final pas à vendre nos livres. C'est un petit peu ce que je dis souvent, on est là pour vendre des bouquins, si on n'arrive pas à les vendre, au final, faut savoir aussi se remettre en question et savoir dire stop au lieu d'aller trop loin et de s'enterrer. Donc ça risque d'être un gros coup d'arrêt pour la société. Et pour le coup, c'est quand on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est même pas de la remise en question finalement, c'est le sort qui... Ça, c'est le mauvais timing finalement en fait. C'est ça qui est... C'est ça. C'est ça, c'est un petit peu l'analogie de Truck Kun qui nous percute. Bah là, on s'est pris le Covid dans la tête, donc on a essayé d'y faire face, de trouver des solutions. On a fait preuve d'abnégation et à un moment, on s'en remet aussi à la communauté parce qu'on a tout simplement besoin d'eux aussi pour poursuivre. Et du coup, il y a Cups qui demande combien vous êtes de salariés. Donc c'est quoi? C'est 4 membres dans l'effectif plus le traducteur, c'est ça? Tout à fait. Il y a 5 personnes dans l'équipe plus un traducteur. Okay, qui est salarié, c'est le seul salarié de la société. Pour Détective AI, on a embauché en CDD un salarié, on avait prévu de poursuivre en CDI, mais au final on n'a pas pu, dû au second reconfinement, les ventes se sont un petit peu pété la gueule, mais on n'a qu'un seul salarié dans la société, tous les autres sont des actionnaires de la société, et donc ils travaillent on va dire, gratuitement sur leur bon temps et sur à côté de ce qu'ils font. Donc c'est vraiment un investissement personnel de la part de toutes les personnes de la société. Donc non, les maisons d'édition ne s'en mettent pas plein les poches. Certains travaillent gratuitement, comme Team Manga. Voilà, personne n'est payé. Après, c'est la passion qui nous a amené dans le projet, donc on essaie de faire le maximum pour s'en sortir et pour amener cette passion. Je vous avoue que moi, quand j'ai commencé le projet, ça m'a fait bizarre le jour où j'ai reçu les premiers bouquins d'Infinite Dendrogram et que j'ai placé un bouquin dans ma bibliothèque, quoi. C'était un petit peu comme un accomplissement de fan de me dire bon, super, j'ai un bouquin que j'ai bossé dessus, je l'ai dans ma bibliothèque. Voilà, quand on a un petit peu le haut fait à la fin qui se débloque et puis qui se dit bon, même si ça coûte, on a quand même réussi à sortir quelque chose de tangible. Donc j'avoue que c'est quand même c'est surtout une belle aventure. Il y a Mash32 qui demande il y a des stratégies pour le financement participatif? Point d'interrogation. Je sais que j'ai envie d'acheter une contrepartie, mais que je l'achète maintenant ou le dernier jour, ça ne change rien pour moi, alors que pour les organisateurs, c'est peut-être gênant. J'achète quand? Point d'interrogation. Idéalement, le plus tôt possible.
Alors je sais que Ulule a arrêté les paiements PayPal. C'était quelque chose qui était très utilisé parce que du coup les gens n'étaient pas débités directement, mais uniquement si le financement se faisait. On a demandé à Ulule s'ils pouvaient réactiver ce paiement-là. Ils m'ont dit qu'ils avaient des petits soucis avec PayPal en ce moment, donc qu'ils essayaient de les résoudre avant de le réactiver. Donc pour l'instant, c'est suivant le financement de chacun, puisque vous êtes débité directement lorsque vous achetez le pack. Donc c'est contraignant aussi dans un sens pour les personnes qui achètent. Nous, plus tôt c'est fait, plus ça nous permet d'avancer. Et je dirais, même si on n'atteint pas les 100%, mais si on arrive proche, derrière, moi, je peux justifier auprès de certaines aides de l'État ou au final de la banque d'avoir un financement complémentaire ou de débloquer des parties d'argent pour dire, écoutez, on a un projet viable, est-ce qu'on peut nous donner un coup de pouce supplémentaire au vu de la situation actuelle? Donc, plus le pourcentage augmente rapidement, plus derrière, moi, j'ai le temps de travailler en arrière-plan avec d'autres personnes pour combler le petit gap qui peut nous manquer si on n'arrive pas au 100%. Surtout que les prêts... Ah bon, attends, t'as dit, ça a coupé? C'est plus souple, forcément. Enfin, je sais plus exactement les dispositifs qui étaient mis en place, mais a priori, de ce que je sais, dans la théorie, les prêts, c'est évidemment plus arrangeant que d'habitude, où on peut faire même directement des prêts à l'État, pris en charge par l'État. Okay. Ça reste quand même très compliqué. Les banques demandent quand même d'énormes garanties derrière, même s'il y a l'État. Donc ça reste toujours beaucoup de travail et beaucoup d'implication de notre part sur la partie administrative. Évidemment. Les amis, je pense qu'il est temps tranquillement de conclure. Vous voyez, je pense que Julien est un très gros passionné et je sais que toute l'équipe, c'est exactement pareil. Je vous remets le lien dans le chat. Il faut à tout prix que la campagne réussisse, parce que ce serait vraiment, vraiment dommage de perdre un acteur très intéressant dans le milieu, qui pourrait du coup nous offrir de belles choses dans le futur. Et c'est dommage, c'est dommage que le Covid-19 ait gâché ça, potentiellement gâché ça. Donc là, on a 13 678. S'il vous plaît, les amis, si vous avez quelques euros à mettre pour aider des gens, c'est ici. C'est ici, clairement, ils proposent des choses. Vous pouvez donner à partir de 1 euro, chaque euro compte. Il y a des contreparties pour si vous atteignez certaines sommes. Je vous laisse aller voir. Sur le site, on a assez résumé Julien en a assez parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. C'est clair, hein, il faut leur donner de la force. Et on espère de tout cœur que ça marchera, hein, Julien. Tout cœur derrière toi et derrière toute l'équipe. Merci à vous, en tout cas c'était super sympa cette discussion avec vous, et comme je disais, on reste très ouvert. J'ai vu que vous aviez ouvert la discussion aussi à d'autres éditeurs sur savoir comment ça fonctionne, donc si un jour vous voulez savoir comment se passent les négociations de licence, comment se passe le travail avec le Japon, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec un grand plaisir. C'est noté. Thank you.